L'histoire du curé. Ce jour-là, Jules avait bu un coup de trop. C'est donc en titubant, comme un marin un jour de tempête, que Jules déclara d'une voix solennelle « Vaut mieux être curé en semaine que cuisinier les dimanches et jours de fête. » L'histoire s'est passée un dimanche à l'auberge du Cheval Blanc. Il faut vous dire que pendant la grand-messe, les rouges, les anti-curés, viennent jouer aux cartes et boire un amer bière. Ceux du côté du curé vont faire leur prière et écouter le sermon. N'allez pas chercher midi à 14h. Il n'est nullement question d'une quelconque guerre de religion, ni même d'un anticléricalisme primaire, non. Pour vous dire la vérité, c'est la personnalité du curé qui est en cause. Le curé passe plus ou moins bien. Il y a ceux qui le soutiennent, d'autres qui serrent les dents, et les derniers qui l'agacent et qui voient rouge. Voilà donc le nuancier politique du patelin. Mais essayons de comprendre l'expression « curé en semaine ». Pour bien cerner le problème, excusez-moi de vous rappeler que nous sommes en Alsace et que cette belle région bénéficie d'un statut local qui précise, entre autres, que les membres du clergé sont payés au tarif des fonctionnaires de la catégorie A. Que voulez-vous ? Cela crée des jalousies, surtout chez ceux qui sont obligés d'aller au travail de très bonne heure. Nous, on bosse pendant que le curé se la coule douce. J'aimerais bien ne travailler que le dimanche. Disons pour simplifier que ce sont les membres du Parti ouvrier qui parlent ainsi. Mais les paysans, eux aussi, fulminent. Qu'en voulant bien faire, le curé goûte systématiquement, dans le sens d'abondamment, les cerises de tous les arbres en prétendant à chaque propriétaire que les siennes sont les meilleures. Autre anicroche, et non des moindres, l'histoire des plaques nominatives. Cette histoire vient de loin. On pourrait presque dire une tradition historique qui a fini par rendre certains hystériques. Je vais vous expliquer. Voilà. L'église, c'est comme le théâtre, il faut réserver sa place. C'est ce que disent les rouges. Et que l'on soit rouge ou noir, il est une tradition immuable faire baptiser les nouveau-nés. À partir de ce moment-là, ils sont dûment labellisés, comptabilisés. Certains prétendent que c'est pour leur réserver une place au paradis le moment venu. Chaque famille doit donc marquer sa place en vissant une place nominative en laiton à l'endroit désigné par le curé. Le samedi, on file à l'église avec un chiffon et un bidon de Mirror pour astiquer la plaque familiale. Certains en profitent pour aller à confesse. Ils s'enferment alors dans la petite maison faisant office de confessionnal, dans un tête-à-tête avec le curé, qui en profite pour se tenir au courant des potins du village. Quand ils ressortent, avec le pinceau que le curé leur a ordonné, ils vont s'agenouiller pour laver leur âme. Les rouges n'allaient pas rater une si belle occasion pour baptiser le confessionnel, la machine à laver les péchés. L'histoire des plaques s'est transformée en un cloche-merle
Le jour où on s'est rendu compte que les plaques permettaient au curé de faire rapidement et facilement le compte de ses ouailles. Ce qui mit une couche de rouge supplémentaire dans le cœur et dans l'âme de ceux qui n'étaient même pas pompiers, mais en avaient déjà la couleur de leur camion. Manquait la goutte à faire déborder le vase. Un jour, le curé fit scandale du haut de sa chair quand il désigna d'un doigt accusateur tous ceux, et surtout toutes celles qui se déguisent en bourgeois en venant dans leurs beaux habits tout neufs. Ce sont les mêmes qui glissent une petite pièce de rien du tout dans la quête, alors que leur église est en train de tomber en ruine. Une toute petite pièce, tout juste la valeur d'une sucette. Le sermon fit grand bruit, car le curé avait visé juste, au bon endroit, le porte-monnaie. Je ne sais si c'est la crainte, la douleur ou la recherche d'une vengeance, mais tous les habitants du patelin se mirent d'accord. Une telle unanimité est si rare qu'elle est entrée dans les annales. Figurez-vous que le dimanche suivant, la quête se passa dans un silence inquiétant. D'habitude, quand les servants de messe font circuler les petits paniers, on entend nettement le bruit des pièces qui tombent. On peut même, si on a l'oreille fine, évaluer la valeur de la pièce. Quand on n'entend rien, c'est que le paroissien a glissé un billet. Ce dimanche-là, donc, ce fut le silence. Un silence pesant, un silence interrogatif. Les gens avaient-ils été émus par le sermon du curé au point de glisser tous des billets? Faut que je vous avoue, en aparté bien sûr, que le curé qui avait l'oreille fine et particulièrement entraîné, arborait un petit sourire de contentement. Mais voilà, l'affaire prit une tournure inattendue. Car quand le curé fit le compte des oboles, il ne trouva que des sucettes. La tronche du curé n'avait d'égal que le large sourire de la boulangère qui avait réussi à fourguer tout son stock de sucettes. Des villageois près de leur seau. Un curé qui en avait grand besoin, vu qu'il rêvait d'une église plus belle. On était donc dans l'impasse. Et puis, l'église, même si elle n'était pas des plus jeunes, trônait au milieu du village depuis des lustres. Que voulez-vous? On a quand même ses petites habitudes. Aussi haut que vous grimpez dans l'arbre généalogique, ne pas confondre avec gynécologique, tous les membres de la famille sont passés par cette église. Baptême, confirmation, communion, mariage, et puis le dernier au revoir. Changer l'apparence de l'église, ce serait commettre un affront à toutes les générations. Non, l'église doit rester le pilier du village. Ce sont bien sûr les noirs qui crient le plus fort, et pour une fois les rouges partagent leur avis. Trouver une solution n'est pas simple. Mais la cogitation collective permit, si j'ose dire, de sortir de l'ornière. On décida donc que désormais on honorerait le curé en lui faisant des cadeaux en nature selon les possibilités et la couleur politique de chacun. Certains invitèrent le curé à partager le repas familial. D'autres déposèrent un panier de légumes de leur jardin devant le presbytère. Mais la période la plus riche en cadeaux, c'est bien sûr l'automne, car c'est là que l'on tue le cochon.
Et le curé croulait littéralement sous une montagne de fruits, de légumes et de charcuterie aux grandes dames de Marie, la bonne, qui officie également de cuisinière. Le curé prit d'ailleurs encore du poids. Mais un curé bien en chair peut être assimilé à un signe extérieur de richesse d'un village. Mais trop, c'est trop. Alors le curé passa quelques nuits blanches pour résoudre son problème de suralimentation. Mais il faut que je vous raconte la fin de l'histoire. En automne, on fabrique la choucroute pour toute l'année. Ce sont surtout les vieux qui se lancent dans cette activité. D'une part parce que leurs parents leur ont légué les secrets de fabrication. D'autre part parce qu'on ne peut imaginer un ancien avaler une choucroute industrielle. Son estomac n'y résisterait pas. Un voyage prématuré au paradis à cause d'une choucroute, cela ne fait vraiment mauvais genre, vous ne pensez pas? Alors le Jules, oui, celui du début de notre histoire, comptait parmi les irréductibles de la choucroute maison. Il possédait dans sa cave tout l'attirail nécessaire et indispensable, un petit tonneau, quelques gros galets qu'il était allé ramasser le long du Rhin, un rabot à choucroute à 3 lames bien affûté, une vrille pour enlever les trognons. Et voilà, le Jules ne possédait qu'un tout petit jardin, tout juste assez grand pour planter quelques pieds de tomates, des haricots et de la salade. Pas assez de place pour planter des choux à choucroute. La choucroute, je laisse cela aux barinois. D'abord, il pleut souvent. Et puis d'autre part, ils sont suffisamment intelligents pour le faire. Ne dit-on pas bête comme un chou? Mais Jules est un homme pragmatique, comme on dit maintenant. Autrefois, on disait simplement qu'il avait les pieds sur terre. Jules va donc acheter les choux à choucroute au plus près, c'est-à-dire au marché de Colmar. Je dirais de façon humoristique que c'est en allant chercher des choux que Jules a découvert le poteau rose. Je vous raconte. Voilà donc notre Jules qui arpente le marché de Colmar. Il cherche les choux les plus beaux au prix les plus intéressants. Remarquez bien que je n'ai pas dit les prix les plus honnêtes. Je veux pas d'histoire avec les barinois. Les commerçants sont des gens qui savent y faire. Il est donc tout à fait normal qu'à côté des vendeurs de choux, vous trouviez des vendeurs de tous les accessoires. Je veux bien sûr parler des saucisses, lard frais, lard fumé, collet fumé, palettes et bien sûr les jambonneaux. Je n'oublie pas les baies de genièvre, ni les grains de cumin, qui sont en réalité des grains de carvi. Voyons, un peu de culture. Et c'est là que Jules tomba nez à nez avec d'autres curés, qui avaient loué un emplacement pour y revendre l'excédent des jambonneaux que les paroissiens lui avaient refilés. Un scandale de plus? Que nenni! L'affaire se termina dans la bonne humeur, car depuis ce jour, les paroissiens, surtout les rouges, arborent un large sourire quand un touriste de passage leur demande l'adresse d'un magasin où l'on vend les produits authentiques pour préparer une véritable choucroute. Alors, d'un doigt que je pense volontairement à la fois vengeur et amusé, ils envoient les gens là-bas au presbytère dénommé la supérette du curé, en précisant bien. Et méfiez-vous des apparences. Vu du dehors, le bâtiment ne ressemble pas à un magasin, ça, c'est vrai. Mais c'est à cause des impôts. Vous savez, le propriétaire vend au noir. Je vous laisse le soin de trouver les deux sens de ces derniers mots.